quand tu pitches des produits responsables, etc., tout le monde va te dire ouais putain c'est incroyable, le truc trop cool, machin, bla, tu vois. Sauf qu'au moment où il faut lâcher les billets, tu vois, il y a plus personne qui veut te lâcher la thune. Pour moi, le spam commence à partir du moment où tu répètes le même truc, tu remets des trucs que t'as déjà mis. Enfin, tu vois, si je raconte que je viens de check son profil, faut que je check le profil en amont. Sinon, voilà, sinon je passe pour un con, tu vois. Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Outbound House. Si tu nous rejoins aujourd'hui, je suis Florian, growth marketer B2B en freelance et spécialisé en outbound. Dans Outbound House, j'invite des professionnels de la prospection B2B à venir partager l'une de leurs séquences et on la décortique ensemble. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la newsletter et recevoir chaque nouvel épisode dans ta boîte mail tous les 15 jours. Pour cet épisode, j'ai invité Alexandre Brang, alias Wild Marketer, à venir partager l'une de ses séquences. Alors Alexandre, je le connais depuis un petit moment, notamment grâce à son podcast Wild Marketer, qui pour moi est un des podcasts les plus actionnables sur le marketing en France. Alexandre, il est copywriter B2B, donc il aide les SaaS à créer des emails et des landing pages qui génèrent des démos. Dans notre épisode, vous allez voir qu'il va venir partager une séquence qui est 100% LinkedIn. Alors c'est super intéressant, je trouve, parce que les codes de la prospection LinkedIn sont différents de ceux qu'on peut avoir en cold emailing notamment. Donc je t'en dis pas plus, je te laisse avec l'épisode et je te souhaite un très bon visionnage. Salut Alexandre, je suis très content de te recevoir dans cet épisode de Outbound House, parce que j'ai beaucoup appris de toi sur l'outbound. Je sais que tu as des conseils très avisés sur ce sujet. Donc, ravi que tu puisses partager avec nous une séquence. Du coup, je te laisse nous en dire un petit peu plus sur la séquence, sur l'entreprise, le contexte, etc. Oui, carrément, je te remercie déjà de l'invitation, c'est super cool. Et puis super concept aussi, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, quoi. Pour la séquence d'aujourd'hui, donc est-ce que tu veux que je te montre le website, parce que ça va être plus simple même de voir ce que c'est directement, parce que comme c'est un truc un peu complexe, je me dis que ça peut être plus intéressant. Alors, je vais aller sur le website et hop, tac. On fait leur website justement cette semaine, je crois. Donc ça va être plus facile de partager là-dessus. Donc en fait, Trilly, tu vois mon écran là? Ouais, on voit le site de Trilly. Donc Trilly, c'était une boîte qu'on a aidé il y a quelques temps avec Christian de Scalesia et moi-même, quoi, parce qu'ils avaient besoin d'un petit coup de main sur cette partie outreach, donc toute la partie prospection sur leur cible. Et leur concept, c'est assez simple. En gros, ils ont un outil de team building où le principe, c'est de lancer au sein de l'entreprise, quoi, un défi de marche. C'est-à-dire que en fait, il va y avoir une compétition pour inciter les collaborateurs à marcher le plus possible. Et plus tu marches, plus tu plantes d'arbres, parce que du coup, tu vois, un certain nombre de pas équivaut à un arbre planté, quoi. Et du coup, c'est une petite compétition comme ça que tu fais en interne, qui permet de fédérer un petit peu tes collaborateurs, de les engager plus facilement qu'avec d'autres procédés, quoi. Et du coup, c'était un peu compliqué pour eux en termes de prospection, parce que toi, t'es sur un produit où on peut considérer que c'est pas du tout un truc indispensable, tu vois, que c'est un nice to have, quoi. C'est pas un painkiller, c'est pas un truc où tu dis ok, ça c'est vraiment le machin indispensable. C'est voilà, c'est un truc fun pour les collaborateurs, mais c'est pas le truc que tu vas prioriser normalement en termes de budget, quoi. Et en plus, il y avait cette dimension un peu écologique derrière le team building aussi chez eux, tu vois, parce qu'il y a aussi cette dimension avec la plantation d'arbres, etc., quoi. Et donc on a essayé de se baser là-dessus pour voir comment on pouvait aller récupérer les boîtes qui étaient les plus susceptibles de susciter de l'intérêt avec ça. Et donc là on a essayé de beaucoup miser en fait sur l'aspect éco-friendly, c'est-à-dire tu vois vraiment sur ce côté écologique, etc. Assez responsable. Et donc c'est à partir de là où on a commencé à définir des audiences. Alors, si tu veux, je vais peut-être stopper le partage. Ouais, je vais t'arrêter le partage. Ouais. Du coup, l'idée là pour toi, finalement, c'était d'aller chercher des gens qui ont cette sensibilité à des sujets d'impact, ou du moins les entreprises qui ont cette sensibilité. Bon, il y avait
En fait, la porte d'entrée team building, elle est pas évidente, surtout qu'il y a un produit comme ça qui est compliqué à expliquer, tu vois, en outreach, parce que c'est expliquer ce truc-là en une phrase, c'est galère, quoi, tu vois. Comme c'est un truc un peu innovant que tu vois pas partout, tu vois, c'est déjà expliquer le délire de c'est une compétition de marche et tout machin, tu vois, en interne et tout. Tu dis ouais, what the fuck, c'est quoi cette affaire de compétition de marche, tu vois. Alors si en plus t'ajoutes le délire avec, en plus de ça, tu marches et ça plante des arbres, ok, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Ça plante des arbres et tout. Tu vois, donc le proposition de valeur assez difficile à amener comme ça en frontal. Et donc on s'est dit ok, ce qui peut être intéressant, ça va être plus de jouer sur ce côté éco-responsable, et donc de cibler des marques pour qui ce côté écologique, tu vois, est assez important. Et donc là-dessus, tu vois, on a misé en fait sur des labels comme Time for the Planet ou tu sais 1% for the Planet, etc., qui souvent ont des listes d'entreprises qui sont du coup labellisées ou qui font pour Time for the Planet par exemple, c'est simplement des gens qui ont ajouté ça comme expérience sur leur profil, donc ça permet de les détecter plus facilement, quoi. Et en fait par ce biais-là tu arrives à récupérer des boîtes qui semblent investir, tu vois, en gros de l'argent sur cet aspect responsable, parce que tu vois quand tu pitches des produits responsables, etc., tout le monde va te dire ouais putain c'est incroyable, le truc trop cool, machin, bla, tu vois. Sauf qu'au moment où il faut lâcher les billets, tu vois, il y a plus personne qui veut te lâcher la thune parce que ouais non on est responsable, mais juste dans l'esprit, quoi, tu sais, on n'a pas envie de mettre de la thune quand même, on va pas déconner. Je pense que dans le discours tout le monde dans le discours, tout le monde va te dire, oui. que sa boîte est responsable. Toutes les pages, toutes les entreprises quasiment ont une page RSE où elles détaillent leurs engagements. C'est vrai que dans les faits, la réalité est toujours un peu différente. Donc ouais, c'est intéressant. Là, ça te permet d'avoir au moins de faire ton tri avec des entreprises qui ont déjà mis un billet là-dessus. Dont Voilà. Enfin, où tu sais les qu'il y paroles se a... traduisent par des actes. Voilà. Parce que tu vois, il y a certaines marques pour qui ce côté RSE, tu vois, est un vrai truc dans l'ADN de la boîte. C'est pas du greenwashing pour eux et tout, tu vois. C'est vraiment un truc de, ok, non, ça c'est vraiment une priorité majeure pour nous. Tu vois, ça fait partie, tu vois, de l'identité et tout, quoi. Et donc, on investit là-dedans, on a un budget là-dessus, et tu vois, du coup, on essaie de repérer en fait ces boîtes-là. C'est des boîtes qui ont déjà investi en fait sur ce côté RSE. Tu sais, qui sont plus enclins à connecter avec ce genre de trucs parce que c'est dans la cohérence de ce qu'ils ont déjà fait, quoi. Par contre, faire basculer une boîte qui n'a jamais investi sur les trucs RSE et tu débarques avec ce type de proposition de valeur, ça va être assez compliqué de la faire basculer parce que toi, il risque de te voir comme ok, le truc nice to have, mais bon, du coup, peut-être que j'achèterai ce truc-là un jour. Si à la fin de l'année, il me reste des billets sur la table, tu vois, mais le reste du temps, c'est mort, quoi. Si j'ai d'autres priorités, je vais prioriser d'autres budgets, quoi. Et donc là-dessus, tu vois, on est allé regarder du coup ces différents labels et on est finalement parti sur Time for the Planet parce que tu vois sur 16 nav c'était assez facile du coup à cibler ce genre de truc, Time for the Planet, parce que tu peux du coup tu mets simplement les gens qui ont ajouté cette expérience-là sur leur profil, et donc toi ça te permet de récupérer toutes les personnes qui sont apparemment engagées sur cette cause-là, et donc ça c'était l'un des déclencheurs qu'on allait utiliser pour la suite de la séquence, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, ça te permet, au-delà d'avoir des gens qui probablement seront plus intéressés par ce que tu as à leur proposer, ça te permet aussi de les accrocher dans on spoil un petit peu ce que tu vas présenter, hein, mais ça permet aussi de déclencher la conversation, de les accrocher par le fait que tu aies obtenu cette info. Et derrière de lancer une conversation plutôt que de pitcher comme une brute ton produit dès le départ. T'as déjà cette chose-là. Et puis coup, tu vois, tu parlais... Là, je te coupe 2 secondes là-dessus. Tu vois, par rapport à 1% for the Planet, le problème, c'est que toi, tu as le label pour les boîtes, mais le label de ta boîte, t'es pas forcément, par exemple, toi, tu as des trucs Great Place to Work, des trucs comme ça, etc. Tu vois, si ta boîte est labellisée, ça veut pas forcément dire que toi, en tant qu'individu, t'en as quelque chose à foutre de ce truc-là, quoi, tu vois. C'est-à-dire que t'avais cette connexion-là où c'était aussi important que la personne qu'on allait contacter connecte réellement avec ce truc, et donc avec les labels, tu vois, 1% for the Planet, etc. C'était pas forcément évident
de faire la connexion entre ok, ils sont labellisés et du coup la personne qu'on va contacter est forcément ultra engagée quoi. Potentiellement, tu vois, on va peut-être tomber sur quelqu'un qui est pas du tout engagé dans le truc. Ils sont labellisés, mais en fait lui il s'en fout un petit peu, tu vois, parce que c'est peut-être pas suffisamment ancré dans l'ADN de la boîte quoi. Et donc c'est pour ça qu'on avait privilégié Time for the Planet parce que c'est un engagement pour eux qui se fait au niveau personnel quoi, avant de le faire au niveau de l'entreprise quoi. Ouais. C'est vrai qu'idéalement, le cas idéal, ça aurait été d'avoir les deux, d'avoir Ouais. la personne qui investit chez Time for the Planet, la boîte qui est engagée sur 1% for the Planet. Mais ouais, je te rejoins assez sur le fait que finalement, l'engagement personnel de ton prospect, il est plus important que l'engagement que peut avoir sa boîte, que lui ne partage pas forcément au plus profond de son cœur, quoi. Bah ça c'est surtout sur ces causes-là où tu vois, enfin tu sais jamais quoi. Alors que si la personne a pris le temps d'investir chez Time for the Planet, tu sais que ok, c'est pas, elle soutient pas juste le truc comme ça vite fait, ouais, c'est que apparemment elle veut vraiment s'investir sur cette cause-là, etc. Donc ça semble être un sujet personnel pour cette personne qui est assez important. Et donc ça pour nous, Okay. c'était vraiment le meilleur point de départ. Et souvent toi du coup les gens qui ont fait cette action-là, t'as une petite fierté derrière parce que c'est une conviction assez forte chez toi quoi. Ce qui fait que c'est un peu comme quand on va essayer de te brancher sur une de tes passions, toi c'est plus facile pour toi d'aller en discuter direct, toi, plutôt que si on te branche sur un truc où tu t'en fous quoi. Tu vois. Et donc là c'était un peu pareil, comme t'es plus ou moins fier normalement de faire ce genre de truc et que t'as une conviction assez forte là-dessus, t'es beaucoup plus enclin, tu vois, ah, vas-y, ouais vas-y, je suis ultra chaud. Enfin, tu vois donc c'était un bon point d'entrée pour démarrer. Ok. Et très rapidement, parce que je crois que c'était assez simple sur cette partie, mais comment est-ce que tu es allé récupérer ces personnes? Tu disais que tu parlais de Sales Navigator. Après, il a fallu récupérer les emails avant de les lancer dans ta séquence. Tu peux nous parler rapidement des outils que tu as utilisés là-dessus? Alors il y a pas eu d'email finalement. On a tout fait sur LinkedIn et ça, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler après quoi. Donc il n'y avait pas eu de step finalement email. Et du coup, on a fait uniquement du 16 nav là-dessus. Le but, en gros, c'était de récupérer des RH. Donc, tu vois, donc sur 16 nav, tu peux le faire assez facilement avec le filtre job title. Toi, tu fais un petit booléen qui va bien. Enfin, voilà, tu clean. Enfin, en gros, tu fais une recherche 16 nav classique et on ajoutait juste les gens qui avaient aussi indiqué travailler actuellement pour Time for the Planet, tu vois. Et du coup, ça te permettait de ressortir normalement les deux, c'est-à-dire les personnes qui sont RH et qui ont en même temps une expérience actuelle sur Time for the Planet. Et donc là, du coup, ça te permet de sortir plutôt de façon assez simple tous les profils. Et ensuite, bah, du coup, tu peux rajouter d'autres profils supplémentaires, tu sais, par rapport à la taille de la boîte, etc., si tu as envie de filtrer, quoi. Ok. Et aussi, juste avant que tu nous présentes la séquence, est-ce que tu peux nous parler un petit peu ta séquence, elle se faisait dans un contexte un peu plus global. Je sais qu'il y avait du call aussi. Est-ce que tu peux rapidement expliquer le mécanisme qui était mis en place là-dessus pour bien montrer le fait que justement ta partie prospection LinkedIn n'était pas complètement isolée. Il y avait d'autres actions en parallèle pour avoir une stratégie un petit peu plus globale. Ouais, alors le call c'était un petit peu différent, parce que c'était plus dans l'optique où quand parce que Trilly, à un moment, je sais pas s'il continue à le faire, peut-être que c'est encore le cas, avait la possibilité de faire des compétitions inter-entreprises. C'est-à-dire que tu as des gens qui marchent dans ta boîte, mais tu peux aussi faire des trucs avec d'autres boîtes de ton secteur. Ouais. Et donc là, on s'était dit, un call, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que quand tu as closé une boîte dans un secteur géographique précis, tu peux aller pinguer, tu vois, d'autres boîtes qui sont plus ou moins, enfin, toi, surtout sur des villes qui sont pas forcément très grandes, tu t'arrives enfin, les boîtes se connaissent, quoi, tu vois. C'est-à-dire que si tu prends que des boîtes dans le digital, tu vois, les founders se connaissent, machin, etc. Donc ils ont déjà des connexions un petit peu entre eux, quoi. Et donc dans ces cas-là, c'était plus facile d'aller les choper en call pour leur dire tiens, toi, imaginons que ce soit toi le client, quoi. Toi, je t'appelle et puis je te dis ouais, je sais pas, il y a Alexandre qui a commencé une compétition sur Trilly avec machin, blabla, etc. Comme apparemment vous connaissez plutôt pas mal, vous êtes sur la même ville, puis ça pourrait être cool peut-être au niveau de vos deux boîtes de faire un truc ensemble. Et d'ailleurs, il y a sur le FOMO qui s'y intéressé. Voilà. Mais ça, c'était un petit peu différent sur la séquence. C'était plus un truc quand t'avais un closing quelque part, capitaliser là-dessus pour essayer d'aller récupérer d'autres boîtes sur le même secteur et du coup les inviter dans le truc. Et c'était un bon point d'entrée parce que du coup t'as un peu le contexte. Bah tiens, il y a l'autre mec qui a passé le pas et du coup c'est pour ça que je vous contacte aujourd'hui spécifiquement, quoi.
Ok, donc c'était en parallèle, c'est pas forcément un call Ouais. call qui arrive après ta séquence sur LinkedIn, c'est pas forcément les mêmes personnes, mais il y avait ce côté où tu joues sur l'aspect local et sur l'aspect des relations que les gens peuvent avoir pour les entraîner pour les inciter à vouloir en savoir plus finalement. Ok. Après, sur le call là-dessus, Euh, on aurait pu quand même faire des choses, tu vois. C'est-à-dire que ouais, si on voit que le sujet RSE était un vrai truc pour l'entreprise ciblée, tu peux te baser sur la conversation que tu as eue avec le collaborateur pour remonter vers le vrai décisionnaire et te baser sur, bah, tiens, j'ai échangé avec Florian, on a un peu discuté, machin, blabla, et il m'a informé d'X, Y, Z. Et du coup, tu vois, là tu peux caler ton call comme ça en te basant sur le fait que il y a Florian qui t'a filé des infos, machin, donc tu sais un petit peu comment ça se ouais. passe. T'as Il des t'a dit X, passerelles, ouais. Y, Z. Voilà, t'as une petite passerelle qui se fait plus facilement. Donc ça a été, enfin, ça aurait pu être une des possibilités si on avait voulu faire un peu de call call, mais dans la séquence là que je vais te montrer, ça fitait pas trop sur la partie call call et du coup c'est dans la lignée de pourquoi aussi on l'a pas fait par call email. Et donc je vais t'expliquer ça si tu veux en Ouais, cours de route. bah Mais vas-y, du coup si tu veux, on ça partage. fitait complètement. Ouais, On bah carrément. commence par partager la séquence. Hop, voilà. On voit ton écran. Et bah, du coup, ouais, tu disais donc que tu as fait ce choix de passer uniquement par LinkedIn. T'as pas d'email. Mmh. Pourquoi ce choix déjà? Ah, parce qu'en fait, tu vois, quand tu vois l'angle qu'on a pris, euh, en fait, Time for the Planet, c'est un engagement personnel pour toi. C'est pas un engagement que tu fais normalement au Ouais, nom de ta boîte. Et du coup, ok. c'était un peu chelou, tu vois, c'est comme si demain, t'es salarié dans une boîte, par exemple, toi, je te contacte pour un truc perso sur ta boîte pro, tu vois, il y a un bug, quoi. C'est-à-dire que c'est pas le même univers, Ouais, carrément. c'est pas possible, tu vois. Alors que sur LinkedIn, t'es dans un contexte plus personnel. Je m'adresse à l'individu et pas à l'entreprise, quoi. Et toi, je m'adresse pas aux professionnels, tu vois, directement. Je m'adresse avant tout, tu vois, à l'individu en dehors de son milieu professionnel, quoi. Et ensuite, je vais essayer de recréer une connexion, tu vois, par rapport à ce qu'il est en train de vivre actuellement dans sa boîte. C'est pour ça que le cold email était un peu moins adapté ici, parce que l'angle qu'on prenait était trop personnel et trop Trop centré sur personnel, la ouais. personne pour que ça puisse fitter en cold email, toi. En cold email, ça aurait pas trop matché parce que enfin, tu vois, ça aurait, ouais, on aurait trop, Oui, un peu c'était mal pas placé forcément les limites. l'endroit pour le faire. Ouais, ouais, c'était Voilà. pas. Ouais, ok, bah carrément. Ouais, je comprends tout à fait. Super pertinent de le faire sur LinkedIn du coup. Et donc tu commences par une note d'invitation que tu Mhm. personnalises. Donc tu laisses pas la note d'invitation par défaut. Est-ce que tu peux. Mhm. C'est assez court, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu les choix que tu as fait là-dessus? Ouais, bah, d'expérience, enfin, toi, si c'est pour faire des messages random, tu vois, un peu bateau et tout, autant ne rien mettre, comme ça c'est mieux, quoi. Ouais, Si t'as la possibilité d'avoir un truc un peu quali, tu vois, euh, qui va pas donner le sentiment que c'est ultra générique et tout, il vaut mieux le mettre parce que tu t'augmentes de manière drastique les taux d'acceptation que tu vas obtenir derrière, quoi. Toi, ce serait con de pas exploiter ce truc-là si tu arrives à l'exploiter correctement par rapport aux contraintes que tu peux avoir sur une audience, etc., quoi. Donc là, tu vois, je me base simplement sur un truc, sur cet aspect de tiens, j'ai vu que tu avais aussi investi chez Time for the Planet. Donc toi, je joue sur un contexte un peu commun de ah bah t'es investisseur. Enfin, en gros, t'es pareil que moi parce qu'on a fait le même truc. Tu vois, c'est-à-dire qu'on fait partie de la même famille. Tu vois, c'est comme si on faisait partie de la même association, le même machin. On a les mêmes valeurs et tout, quoi. Et comme on est dans un combat un petit peu, tu vois, parce qu'il y a une grande idée derrière Time for the Planet. Ça, c'est un peu le truc. Voilà, plus on est nombreux, plus il y a de chances que ça réussisse. Donc voilà, c'est bien de s'entourer de personnes, voilà, qui ont les mêmes convictions que nous, qui partagent un peu les mêmes défis, les mêmes aspirations, etc. Et donc, je me dis que c'est intéressant qu'on se connecte, quoi. Donc, toi, je joue un peu sur cet ok. aspect identitaire pour lui dire, tiens, on a fait le même move, on est tous les deux alignés sur le même combat. Bah, vas-y, ça n'a aucun sens qu'on ne soit pas déjà connecté, quoi. Ouais. Et du coup, toi, là, ça te permet de plus facilement ouvrir la discussion par la suite, quoi. Ouais, parce que là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, bon, tu poses quand même une question, tu dis on se connecte, mais finalement, l'appel à l'action, c'est simplement que la personne accepte
ta connexion, ce qui toi te fait une porte d'entrée derrière. Si tu cherches pas, j'imagine que tu as eu très peu de réponses à ce stade, et que de toute façon c'est Ouais, pas de toute façon, ouais, c'est pas l'objectif de ce truc-là d'avoir tout de suite, parce que tu vois, en fait, là, il y a tellement, enfin, j'ai tellement peu d'espace que je peux pas, et puis LinkedIn se prête très mal à faire tu sais, à faire des messages comme on pourrait faire par code email. Donc c'est pas bon, enfin, toi, on est plus dans une optique de chat, donc toi, de mettre un micro truc par micro truc dans chaque message, quoi. Et donc c'est pour ça que comme tu disais, le premier objectif, c'est, ok, bah, déjà, si le mec ne m'accepte pas, je peux rien faire derrière. Il y a pas de follow-up, il y a que dalle, il se passe rien, donc mon truc est foireux, quoi. Donc c'est pour ça qu'ici, tu vois, là, je vise principalement il faut qu'on se connecte, et donc je m'arrête sur le message là-dessus, quoi. Et je lui donne pas forcément plus de contexte au début, quoi. Ok, bah écoute, très clair. Du coup, ensuite, tu as un premier message qui arrive un jour après, une journée après l'acceptation. C'est intéressant, ça arrive pas comme tu le vois parfois, tu sais, là, à la seconde où tu acceptes l'invitation, tu te reprends le follow-up. Là, tu attends. Donc ça, oui, c'est pour éviter justement cet aspect, tu vois, parce que comme le message de début, il peut paraître assez personnel parce que tu te dis, ouais, toi, c'est pas le truc habituel que tu vas recevoir en Autriche, quoi, tu vois, parce que tu sais, il y a un petit travail qui a été fait quand même, machin, tu vois, et puis ça veut dire que les deux ont aussi investi, tu vois, c'est-à-dire que moi, j'ai dû faire l'effort d'investir chez Time for the Planet pour aller faire tout cela, donc tu vois, t'as pas mal d'éléments mis ensemble, tu te dis je sais, tu vois, le moyen que ce soit un truc à la main et que le machin fasse sens, quoi. Donc du coup, t'as pas envie de casser un peu cet effet avec des actions qui sont trop robotisées après par la suite sur les automations, quoi. Donc là, du coup, on poursuit après l'acceptation, quoi. Donc toi, je fais très vite un truc, toi, par exemple, les gens ont tendance à dire ouais, merci pour la connexion, machin, etc. Moi, j'évite de faire ça parce que ça te positionne, toi, un peu dans une posture de bah, tu sais, en mode le prospect, le grand maître, et voilà, très demandeur, en mode tu vas lui faire perdre du temps, il y a pas d'intérêt à échanger avec un mec comme toi. Alors j'essaie du coup plus de tourner mes trucs un peu en mode voilà, bah heureux de pouvoir échanger, ou enfin plus un truc où on est sur un pied d'égalité identique, mais voilà, ça t'évite ce rapport de force qui peut être négatif dès le début, où tu vas te mettre dans une posture de ok, le mec c'est bizarre un peu, ouais, tu vois, où il se comporte comme s'il allait me vendre un truc, quoi, tu vois. Donc c'est pas bon, quoi. Et donc après, très vite, toi, j'enchaîne, quoi, où je vais essayer de comprendre si Time for the Planet, c'est juste un truc personnel pour lui, ou bien est-ce que c'est aussi un truc qu'il essaye d'insuffler un petit peu en interne, etc., au sein de sa boîte actuelle, quoi. Donc c'est là où je commence, tu vois, à essayer un peu de qualifier le truc et à de l'amener sur le terrain qui, moi, m'intéresse, quoi. Et donc suite à ça, après, toi, ça me permet de tirer le fil pour essayer de creuser, et ça me permettra ensuite de lui pitcher, tu vois, le produit en fonction de la réponse qu'il me donne, quoi. Mais tu vois, du coup, là, l'objectif de ce message-là, c'est du coup d'avoir une réponse du prospect. Voilà, parce que tu vois, en fait, comme on a dit sur l'invitation, le but, c'est pas qu'il me réponde ici, en fait, c'est simplement qu'il accepte mon invitation. Donc là, en fait, il n'y a pas encore de discussion, il se passe rien, hein. Donc le deuxième message, là, ça va être le but, c'est d'ouvrir la discussion, tu vois, d'ouvrir la conversation et de commencer, du coup, bah, à parler ensemble, tu vois, pour faire avancer le prospect avec moi, quoi. Donc tout le reste des messages va être orienté là-dessus. L'objectif, ça va être vraiment de le pousser à me répondre. Donc je sais pas si tu as des trucs sur lesquels tu veux rebondir là-dessus, ouais, ou passer sur l'autre. Sur ce premier follow-up, je me posais la question. C'est vrai que je t'ai pas posé la question déjà. Quel outil tu utilisais pour automatiser ta campagne LinkedIn? Je sais pas si te donnait en tout cas cette possibilité. Mais c'est vrai que je sais pas si tu l'as fait. On aurait pu par exemple entre l'acceptation et le premier follow-up refaire une visite de profil pour justifier la phrase « je viens de voir ton profil ». Du coup, bah, les deux questions, c'est quel outil tu as utilisé et est-ce que tu as fait cette deuxième visite de profil, ou alors est-ce que tu as considéré que dans tous les cas, il y avait une première visite qui se faisait avant l'envoi de l'invitation et que du coup, tu n'as pas forcément revisité le profil derrière? Non, t'as raison, c'est vrai que j'ai pas mis les visites de profil dessus, et l'outil qui était utilisé, c'était assez simple, parce que du coup, on devait faire un truc plutôt simple. Eux, ce qu'ils utilisaient à la base, c'était Wallaxy, et on avait besoin d'utiliser à un moment donné une feature sur les messages vocaux, donc on leur avait recommandé d'utiliser après la grosse machine. Au final, ils ont pas switch sur la grosse machine, ils sont restés sur Wallaxy. Donc c'est pour ça, tu vois, que
le truc est assez simple et qu'on n'est pas allé dans des automations trop complexes. Hein. Mais oui, tu vois, sur celui-ci, là, j'ai pas mis les visites, mais oui, si je lui raconte que je viens de check son profil, faut que je check le profil en amont. Sinon, voilà, sinon je passe pour un con, tu vois. Là, ça démarre mal, quoi. Ouais, parce que pour le coup, l'info, il peut l'avoir. Ouais. Ok, ça marche. Ok, bah écoute, très clair sur ce premier follow-up en tout cas. Tu as un deuxième follow-up qui intervient à J+2 après le premier follow-up. Donc là, s'il m'a pas répondu, tu vois, tu vois là, comme je lui pose des questions, mais ça, je donne pas beaucoup de contexte, parce qu'encore une fois, toi, LinkedIn, elle va pas être trop adaptée à lui faire des gros pavés, comme. Donc je vais essayer de splitter ce que je pourrais faire, par exemple, en cold email, en plein de micro messages, quoi, tu vois, de petites touches que je vais envoyer, quoi. Donc là, je vais lui poser une question, je m'arrête là, tu vois, et si j'ai pas de retour, bah là, je vais essayer, tu vois, de mettre la suite de ce que j'aurais pu mettre, tu vois, si j'avais fait des messages plus longs, quoi. Donc là, je vais essayer de rassurer un peu le mec sur, ok, pourquoi il me pose une question un peu weird comme ça, tu vois. Et donc là, je vais mettre en avant, toi, je te pose la question là, car je développe un projet pour des entreprises de l'industrie du gars. Donc c'est là aussi il faut enrichir par rapport à l'industrie du prospect, quoi. Impulser dynamique environnementale auprès des équipes. Et là, tu vois, comme je connais pas encore trop son niveau d'intérêt, je vais essayer plus de jouer sur ce côté feedback, tu vois, parce que voilà, t'as des valeurs qui sont alignées avec moi là-dessus, tu vois, donc le gars peut avoir un avis intéressant sur ce truc-là, et donc tu vois, c'est crédible de lui demander un feedback sur ce truc. Et tu vois qu'ici, encore une fois, à chaque fois, je vais toujours utiliser une question, parce qu'il m'a toujours pas répondu à ce stade-là, quoi. Et moi, ce que je veux, c'est que le prospect m'envoie un signe, tu vois, c'est-à-dire que ce soit un signe de désintérêt, un signe d'intérêt. Enfin, le pire, c'est qu'il ne m'envoie rien, parce que s'il y a rien, tu vois, tu ne sais pas ce qui bloque. Est-ce qu'il s'en fout? Tu peux pas rebondir. Ouais, tu peux pas. Enfin, il se passe rien. T'as pas de discussion. T'es tout seul dans ton truc. C'est pour ça qu'ici, tu vois, plutôt que de tout de suite lui balancer un lien avec tiens, va checker mon website et tout, je vais lui demander l'autorisation de OK, est-ce que je peux t'en dire plus, quoi? Est-ce que t'es OK, tu vois, pour que je t'en parle un petit peu plus et tout, quoi. Et là, du coup, je laisse la porte d'entrée à ce qu'ils me disent non ou à ce qu'ils me disent oui. Et dans tous les cas, toi, qu'ils me disent non, oui, je peux toujours rebondir derrière de OK, il me dit non, tu vois, je peux toujours essayer d'avoir une réponse ensuite pour essayer de comprendre, OK, bah juste par curiosité, je sais pas moi, qu'est-ce qui te bloque là-dessus, enfin, ou qu'est-ce qui te dérange, ou tu vois, ou essayer d'avoir une autre tournure de phrase. Tu peux répondre à l'objection. Hein. Voilà, pour essayer de répondre à l'objection et de débloquer le truc et du coup de l'amener à une prochaine étape avec moi, quoi. Ouais, bah, ce qui est marrant là, ce que tu dis sur ce message, il y a deux trucs qui rejoignent. Alors l'épisode est pas encore sorti, mais comme je te le disais en off tout à l'heure, j'ai tourné le deuxième épisode avec Florian Declus. Et dans sa séquence, lui aussi jouait sur le côté feedback, parce que généralement, c'est un comportement assez humain. On aime bien donner son feedback, on aime bien donner un petit peu des conseils finalement. Et ça encourage les personnes à répondre tout simplement et à donner leur avis. Et pareil, comme toi, il disait que finalement, la pire chose pour lui, il préfère avoir quelqu'un, quitte à se faire insulter, il préfère avoir des retours négatifs plutôt que de se faire ghoster, parce que forcément, ça lui donne aucune matière pour rebondir s'il n'y a pas de réponse. Donc c'est intéressant de voir que c'est aussi ton parti pris là-dessus. Ouais, bah sinon t'es tout seul dans la discussion, tu vois, la discussion, il faut qu'elle se fasse à deux. Ah, très drôle. Si t'es tout seul, ça ne passe rien. Ouais, le monologue. Et du coup, après, je vois que tu as un retour, enfin, tu as un petit follow-up très simple. Et d'ailleurs, je sais, parce que je crois que tu en parlais dans le webinar que tu avais fait avec Faro, tu disais que ce genre de retour, tu te l'interdis pas, tu évites de trop le faire. Je crois qu'en gros, tu te l'autorises une fois par séquence, un petit follow-up tout simple, simplement pour voir si la personne, si le message n'est pas passé à la trappe, même si en l'occurrence, c'est une information que tu pourrais très bien avoir, mais ça te permet de faire une relance assez simple. Et si tu n'en fais qu'une seule comme ça, tu te dis pourquoi pas finalement. Ouais, bah ça c'est ce que j'appelle le follow-up ping. Ça je le fais systématiquement sur les séquences que je fais chez mes clients, quoi. Et c'est c'est souvent l'un des mails, parce que c'est souvent par mail, quoi. C'est souvent le message qui va susciter, enfin qui va être l'un des messages qui suscite le plus de réponses sur les séquences, quoi. C'est pour ça que je le mets systématiquement, parce que c'est un peu, tu vois, c'est en gros je l'utilise à partir du moment où j'ai commencé un peu à pitcher mon truc, tu vois, et que j'ai donné toutes les informations qui me paraissaient nécessaires au prospect
pour que lui puisse avoir un peu les billes en main et savoir un peu où dans quelle direction je vais. Et ce truc-là me permet en gros, ok. Est-ce que tu m'as pas répondu parce que tu t'en fous, t'as aucun intérêt sur ce truc-là, ou est-ce que tu m'as pas répondu parce que tu voulais me répondre, c'est juste que t'as d'autres trucs sur la table, machin et tout, et t'oublies de me répondre et du coup c'est passé à la trappe. Et souvent du coup c'est comme le message est très court. Je pense que inconsciemment, ça doit inviter les gens à percevoir l'effort de réponse comme un truc ultra short. Et du coup, alors qu'en fait, ils vont réellement te répondre derrière, tu vois. Parfois, ils vont te faire des petits pavés, des gros trucs et tout, quoi. Mais là, ça me permet du coup de voir, ok, est-ce qu'il y a un intérêt, c'est juste qu'il a zappé de me répondre, ou bien est-ce qu'il y a zéro intérêt, tu vois, et peut-être qu'il va me dire, ok, il y a pas intérêt, je m'en fous, quoi, ou bien il va ignorer encore une fois ce message-là, et là, s'il ignore ce message-là, je sais que c'est un signe pour moi de désintérêt, tu vois, et qu'en gros, il faut peut-être que je pousse sur d'autres trucs pour essayer de les faire avancer, quoi. Donc ça, c'est souvent, je vais essayer de le positionner de manière un peu stratégique, tu vois. C'est pour ça que je vais pas toujours le mettre en deuxième message, je vais parfois le mettre, tu vois, en troisième, quatrième, en fonction. Tu vois, par exemple, je prends un autre exemple avec un client que j'accompagne en ce moment. Lui, à un moment donné, dans sa séquence, il fait une image personnalisée. Alors, une vraie image personnalisée, c'est pas les trucs Lemlist et tout. Hein, tu vois, c'est en gros, il essaye de faire une simulation au prospect pour montrer à quoi ressemblerait son produit dans le contexte de sa boîte, quoi. Donc, super intéressant. Il te fait vraiment, il te fait vraiment un truc hyper personnalisé, quoi. Et donc là, je me dis, attends, mec. On va pas faire le ping avant que tu aies poussé ce truc-là. En fait, c'est ce truc-là qui va amener pas mal de force. Voilà, qui risque de déclencher derrière. Donc, si on envoie le ping avant, il y a moyen que ça te kill ton bordel et que le gars n'ait même pas vu la partie la plus importante qui aurait pu du coup te faire basculer le truc. Donc là, par exemple, tu vois, on va amener le ping plus tard, après avoir envoyé ce message-là, parce que là, on sait que ok, on a apporté à peu près tous les gros éléments qu'on voulait amener avant de faire un premier ping. Et du coup, si suite à ce ping-là, il n'a toujours pas répondu, là, je vais pouvoir embrayer sur d'autres trucs avec d'autres angles. Mais c'est pour ça, ce truc-là, tu vois, je l'intègre toujours. Et c'est souvent un truc qui va pas toujours te générer un maximum d'intérêt, mais c'est souvent l'un des messages qui va susciter le plus de réponses. Ok, ouais. Donc grosso modo, pour résumer, tu as deux types de réponses. Tu as soit je vous ai pas répondu parce que finalement je m'en fous. Soit je vous ai pas répondu parce que j'ai pas eu le temps ou X truc, mais par contre ça m'intéresse. Et là, peut-être qu'il va te donner davantage d'éléments sur lesquels toi tu vas pouvoir rebondir, ou peut-être que tu pourras faire un call, ou en tout cas avancer un petit peu plus loin avec la personne. Mais moi, je le vois, tu vois, sur ma prospection perso. Hein. Parfois, je suis en train de discuter avec des prospects ou autres. Les mecs oublient de te répondre ou un truc comme ça, tu vois, et puis à un moment donné, tu t'envoies un petit ping et ça te déclenche un retour, alors que quand t'envoies des vrais follow-up, des pavés et tout, tu vois, généralement, tu vas plus difficilement avoir des retours, quoi. Donc c'est pour ça que parce que l'effort perçu est plus important. Je pense ça rejoint ce que tu as déjà dit, mais l'effort perçu est plus important. Là, tu dis message de quelques mots, tu peux y répondre en quelques secondes, même si c'est pas forcément le cas avec les gens potentiellement. Une fois lancé, la machine est lancée, ils vont te donner davantage de billes. Mais ok, écoute, très clair sur le principe. Je pense que c'est une astuce très simple à mettre en place. Et du coup, derrière, tu follow-up avec un vocal. Donc là, c'était dans le cas où tu utilisais la Growth Machine qui te donnait la possibilité de le faire. Là, je ne sais pas si les clients l'ont fait via un vocal, du coup, ou l'ont fait via la messagerie LinkedIn. Non, alors je pense je sais pas trop ce qu'ils ont fait du coup sur cette step. Ils ont dû faire un message, je pense. Mais nous, tu vois, on voulait le faire. Alors je vais juste sur la partie follow-up, juste rebondir un petit peu dessus. Donc oui, comme tu as dit, tu vois, moi je vais l'utiliser qu'une seule fois par séquence pour éviter, tu vois, d'avoir cette redondance et ce côté spam où pour moi, le spam commence à partir du moment où tu répètes le même truc, tu remets des trucs que tu as déjà mis, enfin tu vois, où tu commences à tourner en rond et tu te dis ok, en fait j'ai déjà balancé ce truc-là, tu vois, c'est-à-dire si j'ai balancé un premier appât que ça n'a pas bouffé la première fois, le résultat sera le même la seconde fois, tu vois. Donc en fait c'est pour ça que ce truc-là est assez stratégique, c'est-à-dire faut pas que je l'utilise au mauvais endroit parce qu'après je ne peux plus l'utiliser, tu vois. Et donc c'est le seul petit truc. Enfin, la seule fois où je m'autorise à le mettre dans la séquence. Donc, faut bien le positionner, quoi. Et après, du coup, sur la partie vocale, là, on voulait jouer un peu sur l'aspect où tout ce qui est vocaux, c'est pas encore surexploité sur LinkedIn. Enfin, en tout cas, au moment où on avait fait cette séquence. Et là, encore assez peu d'ailleurs aujourd'hui. Hein.
Ouais, c'est vrai que moi, pareil, hein, j'en reçois assez peu. Enfin, j'en reçois en perso, tu vois. Mais c'est vrai qu'en termes de En prospection, j'en automatisé reçois pas assez énormément. peu. Ouais. Alors que je pense qu'il y a des beaux trucs à faire encore là-dessus. Et là, l'intérêt du vocal là-dessus, c'est que ça nous permettait de pouvoir dire un truc plus long que la normale, c'est-à-dire qu'en fait on avait besoin d'amener plus de contexte, d'amener plus de texte et tout, sauf que comme LinkedIn ne va pas être très bien adapté à faire du gros pavé, là le vocal pouvait être intéressant parce qu'en fait ton gros pavé, peut-être que tu vas pouvoir le raconter en 15-20 secondes, sauf que sur LinkedIn ça va te faire un énorme truc à lire, tu vois, et donc là le vocal va être plus intéressant, quoi. Et là la petite contrainte qu'on avait sur ce vocal, c'est que du coup comme la séquence, elle est pas ultra personnalisée, tu vois, tu ne peux pas faire un vocal personnalisé pour tout le monde. C'est pour ça que le texte du vocal, tu vois, est fait un petit peu dans le mouvement, quoi. Ça, tu vois, faut un peu le faire en mode à l'arrache, tu vois, genre je suis dans la rue, je sors du métro, je vais me record vite fait, tu vois, dans le mouvement un petit peu en mode, bah, du coup pour t'en dire plus, tu vois, je vais pas citer le nom du mec, enfin, tu vois, je vais Ouais. le faire vraiment dans la continuité du message d'avant, pour pas que le prospect perçoit que en fait mon truc est pas Que c'est personnalisé, trop quoi. Donc en travaillé. fait Ouais. Mm. voilà, et du coup toi ça permet de donner le sentiment qu'en fait ça a été envoyé à la main alors qu'en réalité t'as aucune personnalisation derrière, quoi. Après bon, tu peux en fonction de ce qu'on met, toi, si tu crées plusieurs audiences tu peux un peu plus personnaliser par rapport à l'industrie et tout, quoi. Et là le but c'est simplement en gros de mettre en avant la proposition de valeur de Trilly, de mettre en avant aussi des preuves sociales par rapport, tu vois, à des clients qui peuvent accompagner, etc. Toi, eux, ils accompagnent, tu vois, Blablacar, Dailymotion, enfin, toi, quelques gros noms comme ça, toi. Donc, essayer de faire un peu de name dropping comme ça. Et puis, à la fin, de mettre en avant aussi la finalité, c'est-à-dire le résultat concret. C'est-à-dire quand tu mets Trilly en place chez toi, ok, bah, qu'est-ce qui se passe concrètement, quoi. Et là, du coup, Ouais. comme toujours, je pose une petite question à la fin du vocal pour savoir, voilà, si c'est un truc, enfin, une initiative qui pourrait être intéressante. Tu vois, à aucun moment, tu as dû le voir, mais à aucun moment je demande des meetings où je vais lui demander du temps. Tu vois, si à partir du moment où j'ai pas eu de réponse, moi, ce que je veux déjà avoir avant d'aller plus loin, c'est est-ce qu'il y a un intérêt ou est-ce que tu t'en fous, quoi. Tu vois. Si t'as Ouais. pas d'intérêt, je vais pas te demander de faire un meeting avec moi parce que tu vas jamais venir au meeting. Tu vois. Donc, il faut déjà que j'arrive à voir sur quel angle tu pourrais susciter de l'intérêt. Et à partir du moment où j'ai un petit signe d'intérêt, là, je peux essayer de tirer le fil et petit à petit te montrer que ça peut être pertinent qu'on ait un meeting ensemble. Mais tant qu'il n'y a pas d'intérêt, tu vois, ça sert à rien que je fasse des demandes ultra engageantes. En fait, il m'a donné zéro signe qu'il avait envie d'avancer avec moi. Ok. Et là, je sais pas si tu l'as fait, mais on voit que dans ton vocal, tu as une proposition de valeur, une preuve sociale et un résultat. Mhm. Juste avant, tu avais un champ variable sur l'industrie de ton prospect. Est-ce que ta proposition de valeur, social proof et résultat, tu l'adaptes en fonction de l'industrie? Ou est-ce que là, tu as considéré que tu donnais le même pitch et notamment sur les social proof où tu préférais aller sur les grosses refs? Ou alors est-ce que tu personnalises à chaque fois? Ben là, l'idéal, c'est tu vois, si tu as des grosses audiences sur certaines industries, ou bien si tu prends certains clients, toi, qui sont dans une industrie précise en termes de social proof, et que tu as une grosse audience derrière, toi, autant personnaliser pour cette audience-là et du coup faire quelques variantes sur ta séquence pour avoir des vocaux qui soient plus pertinents pour eux et qui du coup, toi, soient plus en cohérence par rapport à ce qu'ils peuvent rechercher, quoi. Donc là, du coup, c'était l'objectif normalement à la base, toi, de créer un peu des sous-segments sur lequel tu as quand même un minimum d'audience, que si vraiment ta personne, c'est pas idéal, quoi. Et du coup d'être plus pertinent après sur l'approche, parce que comme le message n'est pas personnalisé, si tu vois, je fais vraiment zéro effort pour essayer de créer un lien, peut-être par rapport à l'industrie, la preuve sociale et tout, peut-être que ça va finir par se voir qu'en fait mon truc doit être trop générique, parce que ouais, tu vois, je donne aucun élément qui peut te donner les sentiments de ok, même s'il avait fait ça à l'arrache, euh, il Ouais. m'aurait peut-être fait un truc quand même plus personnalisé par rapport à l'industrie, ou tu vois, et donc ça permet de noyer un peu plus le truc si je personnalise un petit peu plus sur l'industrie. Ok, ok, super. Et je vois que Ouais. t'as encore un dernier follow-up du coup. Du coup, bah, le dernier follow-up, où là, toujours pas eu de retour à ce stade-là. Donc là, pareil, tu vois, dans tous les messages que j'envoie, où je vais essayer d'avoir un nouvel angle, mais je vais surtout essayer d'avoir une petite continuité entre mes messages Ouais, pour pas que que ce soit fluide. voilà, pour pas que ce soit toi. T'as l'impression que les trucs sont pas connectés ensemble, quoi. Tu te dis ok, il m'envoie des Ouais, messages un peu, mais les trucs sont un peu random là. Donc c'est pour ça, toi, à chaque fois, je vais essayer de reprendre un peu des éléments que j'ai pu amener en amont
pour créer un pont avec le prochain message et du coup lui passer tous les trucs que j'ai besoin de lui raconter. Donc là par exemple je mentionnais de la preuve sociale. Donc là, je vais rebondir là-dessus pour dire, bah tiens, dans le vocal, je te parlais de telle boîte, tu vois. Si tu veux voir à quoi ça ressemble, t'as tout le détail du déroulé sur ce lien. Et donc là, je lui donne le lien directement. Parce que tu vois, il m'a donné 0 signe d'intérêt jusqu'à maintenant et le petit lien, tu vois, on peut mettre un petit bit.ly ou un truc comme ça, tu vois. Après, tu le problème, si je mets un bit.ly, c'est que bon, c'est visible que le truc est traqué, tu vois, donc c'est pas non plus idéal, mais au moins ça peut me permettre de voir, ok, est-ce qu'il a cliqué, donc est-ce qu'il y a peut-être un minimum d'intérêt quand même par rapport à ce truc-là, et si je vois qu'il a cliqué, tu vois, je peux très bien envisager une petite relance derrière, ou tu vois, je peux imaginer faire des trucs, par exemple là, c'est pas ce qui avait été fait, mais si on avait dû faire un peu évoluer le truc, derrière on aurait pu rendre accessible l'étude de cas uniquement avec un email et en utilisant un outil comme DocSend par exemple pour traquer les personnes qui ont consulté l'étude de cas et pour essayer de voir combien de temps ils sont restés dessus, qu'est-ce qu'il a regardé. Et par rapport à ça, du coup, ça me permettrait moi de le relancer derrière pour dire tiens, si je vois qu'il y a un truc sur l'étude de cas qui semble l'avoir plus accroché, je peux essayer de rebondir un petit peu sur ce truc-là pour essayer d'avoir voir où il a passé du temps sur ton étude de cas, quoi. Ouais. Voilà. Et tu vas essayer de créer d'autres liens par rapport à ça. Ok. Donc ça, c'est les petits trucs qui auraient pu être faits, quoi. Et donc là, bah, s'il m'a pas répondu, je stoppe la séquence ici, tu vois, parce que à ce stade-là, dans le contexte LinkedIn, le fait d'avoir pris le truc Time for the Planet au départ, etc., on voulait pas faire un truc trop pushy. Donc là, on s'arrête là-dessus. S'il n'y a pas eu de retour, je me stoppe sur ce truc-là, quoi. Et on va pas plus loin, quoi, parce qu'en fait, on n'a pas forcément d'autres trucs à ajouter comme argument, tu vois, et donc on commencerait un petit peu à tourner en rond sur l'argumentaire qu'on pourrait pousser ici, quoi. Ok. Ouais, ça me paraît cohérent. C'est vrai que là, t'as déjà pas mal de messages, même s'ils sont tous fluides hein, et qui s'enchaînent bien. T'es pas dans du spam. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu commences à avoir pas mal de relances. Puis finalement, c'est surtout que t'as plus grand chose à ajouter. Là, t'as donné un petit peu tous tes éléments. Mais écoute, en tout cas, moi je suis très fan comme ça des messages que tu as présentés, des messages très courts. Parce que faire court et faire simple, finalement, souvent, on se rend compte que c'est le plus difficile. C'est plus difficile d'avoir un contenu très concis, très condensé, plutôt que de faire un truc très littéraire, mais avec des gros paragraphes. C'est difficile de faire simple. Donc très, très, très cool en tout cas comme séquence. Je vois que tu as les résultats juste en bas. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, bah alors j'ai pas forcément plus de détails sur les résultats, quoi. Donc t'avais l'audience le nombre de personnes contactées, le taux d'acceptation, quoi, et le taux de replay rate par rapport du coup aux discussions qui ont pu être menées, quoi. Et après le nombre de leads. Après je sais qu'ils ont eu des difficultés, tu vois, comme la séquence est un peu tournée sur Time for the Planet. En fait, enfin elle est tournée sur Time for the Planet, puis elle est tournée aussi, tu vois. Sous l'aspect discussion, c'est vrai que tu vois quand les boîtes sont habituées à faire des trucs en balançant le Calendly directement, la personne qui va gérer les discussions derrière peut avoir plus de mal à créer des ponts sur ok là il m'a répondu vers ton produit mais du coup ok comment je l'amène à la next step, tu vois. Et donc c'est là où aussi ça peut être compliqué pour les boîtes de transformer leur conversation en opportunité derrière, parce que ils peuvent avoir des difficultés, tu vois, à tirer le fil, à rebondir un petit peu sur les différents éléments et à petit amener le meeting de manière assez naturelle. Donc c'est là, tu vois, où je pense que c'était un peu la difficulté pour eux là-dessus. C'est pour ça je pense qu'en termes de nombre de leads, ils auraient pu décupler le nombre de leads. C'est juste sur les discussions, à mon avis, ils ont dû avoir un petit peu de difficulté, tu vois, à transformer les conversations en vraie démo derrière pour avancer avec le prospect. Ouais. Bon, après, il y a quand même 11 tickets sérieux parmi les 15 leads. Donc c'est que quelque part, il y a quand même un intérêt. Je pense qu'aussi la difficulté pour eux, pour Trilly derrière, de convertir ces leads, elle va aussi dépendre de à quel stade le prospect répond. Je pense que si tu as un prospect qui te répond une fois que, notamment, tu as déjà les follow-up avec l'étude de cas où tu donnes ta value proposition, tu as déjà donné pas mal de contexte, donc la personne avec laquelle tu as un échange sait à quoi s'attendre. Maintenant, c'est vrai que si tu as des personnes qui te répondent là dans les 2-3 premiers messages, ça risque d'être un peu plus compliqué. Ouais, ok, écoute, super intéressant. Merci Alexandre d'avoir partagé ça avec nous. C'est super cool. Je vais arrêter le partage d'écran.
Pour terminer, je veux juste te demander si jamais voilà, il y a des gens parmi les gens qui nous écoutent qui veulent te contacter pour bosser avec toi, potentiellement monter une campagne d'album. Est-ce que tu as un canal privilégié pour que les gens te contactent? Ils peuvent sur le website, c'est le mieux. Donc winemarketer.co, toi t'as les liens avec le calendrier, etc. Ils peuvent booker un call directement dessus, ou bien si ils ont des petites questions en amont ou autre, ils peuvent me ping sur LinkedIn directement, quoi. Donc ils sont vraiment sur LinkedIn, ils me trouveront normalement assez facilement, quoi. Ok, super. Merci beaucoup Alexandre. C'est moi, merci à toi. À bientôt. Salut. Ciao.